Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition de la webconférence autour de l'hypnose. On a encore le plaisir d'accueillir le docteur Chaboch, qui décidément devient un habitué pour votre plus grand plaisir puisque vous l'avez réclamé, donc le voici avec nous. Donc, comme je vous le disais, le docteur Adrian Chaboch sera là pour animer cette webconférence et Ludivine est avec moi en backup pour gérer toute la partie technique. Vous avez l'habitude maintenant, vous utilisez le chat pour échanger et communiquer avec nous. Donc voilà, on dit bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Annie, bonjour Susanna, on reconnaît les fidèles. Donc voilà, bonsoir à tous. Je vais vous faire juste un petit tour d'horizon des petites actus de l'association. Donc on a lancé en collaboration avec d'autres associations une campagne de sensibilisation au retour aux consultations. Vous le savez, on a fait pas mal de webconférences autour du sujet Covid, mais on est aussi là pour rappeler à tout le monde que maintenant, il est temps de retourner vers les professionnels de santé, de retourner vers les soins. Et donc, cette campagne est là pour ça. Appliquer les gestes barrières, c'est bien, mais ça ne doit pas vous empêcher de voir votre médecin. Donc voilà, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à retourner voir votre rhumatologue et les différents spécialistes. Donc l'ANDAR s'inscrit dans cette démarche, notamment avec l'agence de communication FMAD qui a lancé cette belle campagne à laquelle on est ravis de contribuer. Je vous donne un peu des nouvelles de notre magnifique petit couple qui fait le tour du monde et qui a dû évidemment s'arrêter en plein chemin à cause du confinement. Ils repartent, les frontières sont réouvertes, donc ils repartent. Ils sont en Italie pour l'instant. Ils continuent leurs aventures, donc n'hésitez pas à les suivre sur Instagram et surtout à les soutenir, puisque vous le savez, tout ce qui est récolté dans leur démarche servira à soutenir la recherche sur la polyarthrite. Je vous partage maintenant une initiative de l'Université de Lorraine qui est en fait une exploration des besoins autour de l'évaluation de la douleur. Donc, ça s'appelle NIDRIC. On compte sur vous. Ludivine va vous partager aussi le lien. On compte sur vous pour participer. C'est important. Ça vous concerne évidemment directement. Donc, voilà. Merci de contribuer à cette étude-là. Maintenant, je vous donne le prochain rendez-vous. Il est bientôt. Ce sera probablement le dernier, peut-être pas, sait-on jamais, avec le deuxième intervenant que vous aimez tant, après le docteur Chaboch, c'est le professeur Flippo. Donc, rendez-vous le 3 juillet à 19h15 pour une nouvelle mise à jour autour du Covid, évidemment dans le contexte de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, maintenant, je laisse la parole et toute la place à Monsieur Chaboch, qui va se débrouiller tout seul et ça c'est formidable. Donc moi je vais aller me reposer pendant que je lui laisse la main. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc je Voilà, vous vous laisse m'entendez faire. bien. À Tout tout est à l'heure. OK. Bon, très bien, parfait. J'ai la main et on peut avancer. Parfait. Ah bah Ludivine a trouvé, elle a pu recevoir le diaporama, donc c'est parfait. OK, super. Je suis très content d'être à nouveau avec vous ce soir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est notre troisième rendez-vous pour cet atelier pratique de l'hypnose. J'espère que beaucoup d'entre vous ont pu suivre les deux premières parties ou les revoir ou les voir, parce que l'idée c'est d'avancer encore un peu plus dans la pratique de l'hypnose et que vous puissiez vous approprier de mieux en mieux, de plus en plus facilement les choses. Donc aujourd'hui partie 3, on en a pour 1h15 environ à peu près, avec toujours un petit peu de retard ou de débordement. J'ai imaginé les choses pour que ce soit encore plus dynamique et encore plus interactif, donc avec de moins en moins de théorie, de plus en plus de pratique. Parce que dans l'hypnose, vous l'avez compris, la théorie, il y en a un peu, mais on n'en a pas tellement besoin. Ce qui va compter, c'est votre pratique de tous les jours, de tout le temps, de tout moment, à votre rythme et à votre façon. Donc c'est un petit peu je dirais, le paysage qu'on a essayé de mettre en place sur les deux premières sessions, avec, si on rappelle, la première session, c'était sur qu'est-ce que c'est que l'hypnose notamment, et puis quelques exercices pour se lancer. Et puis la deuxième session, avec plus d'exercices pour se lancer et une méthodologie pour commencer à mettre les choses en place. Donc d'emblée, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, s'il y a des choses que vous avez réussi et que vous voulez partager,
ou des choses que vous avez, qui vous ont laissé dubitatif en disant, bah, tiens, j'ai pas réussi, je sais pas comment faire, etc. Vous l'envoyez par chat, on regarde ensemble et on y répond. Parce que la question qui vous tourmente ou qui vous donne plein de bonnes choses positives dans votre tête peut aussi le faire pour quelqu'un d'autre. Et ça, on va y revenir, parce que l'autre aussi, c'est important, et dans la douleur, on est souvent très seul. C'est pour ça que l'autre est important. Alors, je vois Corinne, par exemple, me dit que 24 heures sans douleur, puis elles sont revenues, mais puissance 10. Alors, j'ai hésité à refaire, mais j'ai resuivi en replay une séance et ça a été. Effectivement, c'est un effet qu'on peut observer, assez curieux, je vous l'accorde. C'est que tout d'un coup, on fait une séance et puis ça va bien. Peut-être que ça va complètement super bien, peut-être que c'est presque, on se dit ça y est, je suis guéri, c'est super, ou pas complètement, mais ça va mieux. Et il y a un effet, c'est ce que je vous avais laissé sur la dernière diapo de la précédente présentation, il y a un effet rémanent, c'est-à-dire que ça va durer pendant un temps. Ça peut être quelques heures, quelques jours. Moi, j'appelle ça la vue de loin. C'est un petit peu comme si on avait regardé avec des jumelles, ou avec un télescope, ou avec une longue vue, comme vous voulez, et qu'on a vu là où vous pourriez arriver. Donc, Corinne, je pourrais vous dire que finalement, vous avez, grâce à cette séance d'hypnose que vous vous êtes permise de faire, qu'on a fait ensemble, que vous avez pu refaire, ben, il y a eu un coup de projecteur sur ce que vous pourriez avoir, sur ce que vous pourriez faire, et donc refaire. Comme si on voyageait un petit peu dans un futur proche, on espère bien pour vous. Et puis après, il y a un effet qui se relâche. Pourquoi? Ce n'est pas une condamnation, heureusement, c'est que ça agit vraiment sur notre cerveau. Et ça va agir très concrètement sur notre cerveau, cette histoire. Comme si c'était la meilleure manière que je pourrais vous l'expliquer le plus simplement, comme si c'était une position. Imaginez que vous êtes sur une position corporelle, une position en étant assis, inconfortable. D'accord? Ça nous est tous arrivé. Vous savez que j'aime bien mettre de l'humour un peu partout et rendre les choses légères. Donc c'est ce que j'appelle l'exercice du tabouret qui fait mal aux fesses. On a tous eu cette expérience un jour de s'installer quelque part et on n'était pas bien installé. Bon. Alors on s'installe, on essaie de se caler. Bon. Et puis, on attend un petit peu, et puis ça passe, on s'habitue, mais on sait qu'on a quand même mal. Alors imaginez que cette position inconfortable, mais vous avez fait avec, eh bien, ça fait des années que vous l'avez. Donc, votre cerveau s'y est habitué. Ça fait toujours mal, mais on s'y est habitué, comme une posture inconfortable. De ce fait, la séance d'hypnose, tout d'un coup, va remettre du mouvement. Et en mettant du mouvement, vous changez de position. Parce que si on enlève des choses qui vous limitent, qui vous empêchent, un peu comme une fleur va aller, une plante va aller directement ou naturellement vers le soleil, si on ne l'empêche pas, eh bien Corinne, vous vous êtes remise dans une position qui vous va mieux. Donc ça va mieux. Mais il y a un proverbe qui dit « chasser le naturel, il vient au galop ». Et quand le naturel, c'est devenu la douleur, eh bien, il faut faire des allers-retours. Parce que vous allez y revenir encore et encore, à se remettre dans la position douloureuse. Ce qui est embêtant, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous alliez bien. Mais plus vous allez faire l'expérience de l'hypnose, plus vous allez vous assouplir. C'est exactement ce qu'on va travailler aujourd'hui, notamment, l'assouplissement qui nous permet de passer d'une position à une autre et de pouvoir revenir dans une position plus confortable. Bonsoir à Fatia, bonsoir à Annie qui nous ont rejoints et qui nous disent bonjour, des noms que je peux connaître. Et voilà, j'espère Corinne que ça répond à votre remarque. Alors si on avance maintenant, ça je vous ai fait une diapo de synthèse. Il y a l'explication sous forme de recette, qu'est-ce que l'hypnose, et des exemples concrets qui vont nous permettre de surfer sur des choses que vous connaissez déjà pour créer des repères. Alors on se rappelle, parce que maintenant vous commencez à être vraiment très au courant, de ma proposition de définir l'hypnose sous une forme de recette.
C'est plus sympa une recette, parce qu'on peut la cuisiner, on peut la changer, on peut agrémenter les ingrédients, on peut ajouter des ingrédients, mais par exemple, si vous cuisinez, moi je ne sais pas, un plat de lasagne, mais qu'il n'y a pas de pâte, c'est pas de viande, bon, on va se dire c'est quand même des lasagnes un peu bizarres. Ceci dit, on peut mettre du poisson. J'entends par là qu'il y a certains ingrédients qui sont presque indispensables, en tout cas très nécessaires. Mais certains, et certains d'entre vous, vous nous raconterez, vous avez certainement déjà ajouté d'autres ingrédients, d'autres choses, d'autres idées, d'autres possibilités dans votre séance d'auto-hypnose. Bon. Alors voyons ces ingrédients. Premièrement, pour faire de la cuisine, il faut un feu, et le feu, c'est ce qui fait transformer les choses, c'est ce qui fait changer. C'est donc une implication. L'implication, c'est l'intention de soin. C'est on veut aller bien, on veut aller mieux, on veut faire quelque chose. D'accord ? Quand vous êtes occupé avec quelqu'un et que vous êtes absorbé dans une discussion, mais il y a des fois où vous remarquez que vous n'avez pas eu mal, mais ce n'est pas volontaire. Donc on le remarque, mais on ne s'en est pas saisi. Saisi au sens, ce n'est pas une activité consciente. En revanche, dans l'hypnose, on le fait en conscience. Il y a une implication, il y a une intention, et ça, c'est notre moteur, c'est notre feu de cuisson. Parce que sans cette volonté, sans cette détermination de vouloir changer, on ne changera pas. Il faut le vouloir. Mais le vouloir n'est pas suffisant, évidemment, on le sait bien. Donc, 3 ingrédients. Un état neurologique particulier, qu'on va appeler un état de transe, un état d'hypnose, un état d'absorption, un état de perceptude. Ça, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de savoir, de se rappeler que cet état est naturel, physiologique et naturel. Ça veut dire que vous pouvez tous et toutes le faire, parce que c'est naturel dans notre cerveau, on sait le faire, et ça fait du bien. Il est là, il est disponible, on peut l'utiliser. Deuxième ingrédient, c'est une technique de dialogue intérieur. Alors pour ceux et celles qui suivent assidûment nos présentations, vous remarquerez que j'ai changé de terme. Je parlais de technique de communication auparavant, et là, patatras, je parle de technique de dialogue intérieur. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ce que je veux vous dire, c'est que quand on fait de l'hypnose, là, je m'adresse à vous, je m'intéresse à vous, c'est ce que j'allais dire, et je m'adresse à vous, c'est-à-dire je communique. Et on est 2, ou plus, ou 40, ou 50, ou 100, enfin on est tous ensemble, mais je communique avec vous. Dans l'auto-hypnose, bien sûr, vous allez garder en mémoire ma présence, et ça pourra vous aider. Vous m'avez gardé dans un coin de votre poche, ou comme m'avait dit un jour un patient, il m'avait dit « mais moi je vous ai mis dans mon tiroir de petits meubles de nuit. Comme ça, quand j'ai besoin de vous, je vous sors du tiroir, et quand je n'ai pas besoin, je vous range dedans, je sais que vous êtes là. » C'était avec humour, mais intéressant, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il disait? Il rendait compte que de nos échanges, vous allez le garder. Mais je ne serai pas là. Mais je serai quand même là, et surtout, vous serez avec vous-même. Et donc, je parle de dialogue intérieur, parce que vous allez vous mettre, et je l'espère bien, à dialoguer avec vous-même. Ce que je suis en train de faire avec vous, vous allez le refaire, mais avec vous-même. Donc, des techniques de dialogue intérieur, ce sont nos fameux exercices. Dans l'auto-hypnose, ce sont nos exercices. Être à soi-même, agir avec et pour soi. Il faut être un petit peu nombriliste, un petit peu égoïste, ce que j'appelle l'égoïsme positif. C'est ce que vous devez faire pour vous, parce que c'est le minimum et c'est nécessaire. Et puis la troisième chose, c'est la relation thérapeutique. Alors relation, bah oui, mais vous allez me dire, mais il vient de dire qu'on ne sera plus ensemble, que je vais dialoguer avec moi-même. Alors avec qui je vais être en relation? Mais avec vous-même, encore une fois. Pourquoi? Vous le savez très bien, et quand je vais vous le dire, vous allez me dire, ah mais oui, je le savais. La douleur nous emprisonne ou nous exproprie du corps. Mais on a cette curieuse sensation de ne pas nous appartenir. Soit on est bloqué à l'intérieur de nous-mêmes, j'ai mal et je ne fais qu'avoir mal, soit je suis mis au dehors, je ne sais pas comment re-rentrer en moi, j'ai l'impression d'être, comme vous connaissez cette expression, à côté de mes baskets. C'est une expression qui est très 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 parlante. C'est ce que l'on appelle un état de dissociation. C'est une dissociation mentale et neuropsychologique, qui n'est pas juste une impression, hein. C'est pas « ah mais oui, c'est vrai que je suis comme ça ». Oui, oui,
c'est une réalité que l'on peut identifier, que l'on peut diagnostiquer, parce qu'il y a des signes de dissociation, et notamment la douleur chronique, nous met souvent dans des états de dissociation. Ce n'est plus, par exemple, si vous aviez une colopathie fonctionnelle, ce n'est plus mon ventre, c'est un côlon qui fait mal, ce n'est plus mes doigts douloureux, mais ce sont des articulations polyarthritiques. On est exproprié, on est déconnecté, on n'est plus en relation. Donc, même dans l'auto-hypnose, l'important, ça va être de revenir dans cette relation. Et oui. Donc, vous voyez que finalement, l'auto-hypnose, on se centre de plus en plus sur nous-mêmes. Là où parfois on a envie d'être tout, sauf nous-mêmes, puisque nous-mêmes, dans la douleur, on est juste la douleur. C'est un petit peu trop. On va y revenir. Donc, un état neurologique avec une technique de dialogue intérieur pour se mettre en relation, et dans un moteur qui est l'intention de soi, l'intention d'aller mieux. Bon, on fait de l'hypnose. Et dans le quotidien, vous le connaissez, lire un livre, on est absorbé. C'est remarquable. Quand vous tenez votre livre, à un moment donné, vous êtes tellement dans l'histoire que vous ne vous rendez même plus compte que vous tenez votre livre, comme on en a déjà parlé. C'est fantastique. Moi, je trouve ça génial. Vous pouvez avoir du bruit autour de vous, que vous pouvez ne même pas être déconcentré. C'est incroyable. Et on est dedans. C'est une expérience d'absorption. Mais évidemment, quand on lit un livre, on ne se dit pas, tiens, je vais me mettre dans un livre en faisant une séance d'auto-hypnose pour aller mieux. Ce n'est pas ce qu'on fait habituellement. Ceci dit, si vous le faites, et je vous encourage à faire l'expérience, de vous dire, allez, je vais prendre un bouquin, l'histoire me plaît, je vais m'absorber dedans, mais avec moi, dans un coin de ma tête, j'allume un petit truc qui me dit, je fais volontairement quelque chose pour me faire du bien. Je peux vous assurer que ça peut changer des choses. Faites l'expérience. Autre action qu'on connaît bien, c'est quand on marche, quand on écrit, quand on peint, Ce matin, j'avais une patiente, par exemple, qui me disait qu'elle avait fait des travaux chez elle, elle fait de la peinture, et en faisant le pinceau, elle était concentrée et active. Il y avait une action volontaire, elle était concentrée à un mouvement, et pendant ce temps-là, elle ne sentait pas ses symptômes. C'est une action automatique, mais volontaire. C'est-à-dire que ça se fait sans qu'on ait trop besoin de faire un effort. C'est économique. Donc on est absorbé dans une action économique, pas trop d'efforts, qu'on fait naturellement. Et du coup, ça fait aussi du bien, parce que, vous le savez bien, quand on pense positivement, ça nous fait du bien, et même, ne serait-ce que, même pas de penser positivement, c'est-à-dire même d'être dans un état neutre, ça fait déjà du bien, parce que la douleur se suspend. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Sur ça, si ça vous va, on continue. S'il y a des questions, évidemment, vous me les envoyez tout de suite et on règle les questions par des réponses. On avance. Petit manuel à s'approprier. Ça, je vous remets en synthèse ce qu'on avait vu la dernière fois, mais c'est pour vous rafraîchir la mémoire et pour qu'on commence à se mettre dans l'ambiance des exercices. Le petit manuel à s'approprier, c'est 3 choses à faire pour entrer en état d'hypnose. Que 3. 3 ingrédients, 3 choses à faire. C'est pas énorme. 1, s'installer confortablement. C'est votre rendez-vous avec vous-même. Votre rendez-vous avec vous-même, on s'adapte. Cette installation, elle est libre et adaptée au contexte. On peut être assis, debout, allongé, dans le bruit, dans le silence, peu importe. Peu importe, tant que vous choisissez ce moment. L'erreur, c'est de se dire « Oh là, c'est pas parfait, il y a du bruit, je ne vais pas y arriver ». Bon, évidemment, si vous avez quelqu'un qui joue de la trompette à côté de vous, ça va être moins pratique. Mais néanmoins, je vous assure que même dans un environnement bruyant, avec un petit peu d'exercice, un petit peu d'expérience, vous pouvez le faire. Et donc, je vous renverrai à ce moment-là à reprendre la deuxième session pour refaire l'exercice de faire rien. Faire rien, c'est même pas vouloir bien faire. Et ça, c'est important. Je vous propose de mettre dans un petit coin de votre tête maintenant l'idée de ne pas vouloir trop bien faire. Ça nous empoisonne.
Ça nous intoxique de vouloir toujours trop bien faire. Mettez ça de côté. On s'installe, on est bien comme on est. On ne veut pas trop bien faire. Et donc, on peut concentrer notre attention sur quelque chose. Focaliser son attention, c'est, vous voyez, le mouvement de quelqu'un qui va sauter. Il va se mettre vers lui-même, d'accord? Il va se replier un petit peu vers lui-même, il va se rassembler à lui-même avant de faire un mouvement. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va revenir à soi en portant notre attention sur une seule et même petite chose. Petite chose. Pas besoin de cogiter. Se concentrer au sens vraiment sémantique, hein, comme un jus concentré. Un fruit que vous pressez, vous en sortez le jus. C'est tout concentré et c'est ce qu'on voudrait être, tout rassemblé. Donc du coup, si vous avez besoin de vous mettre dans une bulle, vous isoler, ça peut vous aider. C'est de se dire, j'ai vraiment besoin de me déconnecter, de me détacher, de larguer les amarres. Oui, on va se concentrer. Mais imaginons que vous me dites, oui, mais non, moi, j'ai pas envie de me concentrer sur moi. Pas de souci. On va se concentrer sur quelque chose à l'extérieur. Les yeux peuvent fixer un point. Ça, c'est l'exercice de la dernière fois. Les oreilles peuvent entendre un son, un bruit répétitif, continu, comme un mantra, en fait. Les mains pourraient, justement, faire du coloriage ou avoir un mouvement répété. Parfois, il y a des protocoles ou des exercices d'hypnose comme ça, on fait avec un mouvement répété des doigts ou quelque chose qui va nous aider à nous focaliser. En fait, vous avez compris, on va utiliser nos 5 sens. Soit on va fixer un point, ça peut être assez facile. Mais il y a des gens, ils me disent « Oh, je préfère fermer les yeux ». Bon, alors on ferme les yeux. Si on ferme les yeux, ça peut être les oreilles, ça peut être une musique que vous avez mis parce que vous aimez bien cette musique. D'accord ? Voilà, par exemple, exactement, quand on peut faire appel à des souvenirs qui vont nous aider à rêver. Là, je vous donne des astuces qui sont très imprécises, et c'est volontaire de ma part. Fixer quelque chose, écouter une musique. Pourquoi ? Parce que chacun de vous, vous allez trouver ce qui vous convient. Par exemple, Corinne nous dit, pourquoi pas le souvenir de la plongée sous-marine. Alors, évidemment, tous ceux qui font de la plongée sous-marine vont se dire « Ah, mais oui, exact, c'est super proche de l'hypnose. » Et vous avez raison. Il y a une similitude de la sensation entre la plongée sous-marine et l'hypnose, notamment parce qu'en fait, aussi, en plongée sous-marine, on va se calmer, on va respirer lentement, nos mouvements sont lents, on fait attention à ce qu'on vit, et évidemment, il y a une sensation dans le corps. Bon. Mais ceux qui ne font pas de plongée sous-marine vont se dire « Ah ouais, mais moi, j'en fais pas, alors je suis laissé sur le banc de touche. » Non, vous pouvez faire appel à un autre souvenir. Je ne sais pas, moi. Si vous aimez faire du vélo, si vous aimez courir, si vous aimez être dans le vent, au bord de la plage ou à la montagne. Voilà. Ça aussi, ça peut être une manière de vous absorber, de vous concentrer à quelque chose par vos sensations. Le plus important, c'est pas de cogiter, ce sont nos sensations. Et il n'y a pas besoin d'être complètement envahi par un super scénario où on est en train de plonger avec des poissons, des trucs. Ça peut être extrêmement simple. Voilà. Et Susanna nous précise, ça peut être aussi le mouvement. Eh oui, on peut se concentrer dans le mouvement. On va revenir justement sur la question de l'immobilité. On aimerait sortir de l'immobilité dans la douleur. Le mouvement, c'est une bonne idée. Le chant, bien sûr, oui, parce que les vibrations, par exemple, là, quand je vous parle, mais moi, je me mets un peu en état d'auto-hypnose. Bon, parce que déjà, je passe une grande partie de ma journée en auto-hypnose, sauf quand j'ai des embêtements ou des soucis, où je suis sorti de l'auto-hypnose, mais je m'y remets. Et donc, là, en vous parlant, je me concentre, je suis attentif à vous, j'aimerais vous connaître, j'aimerais vous comprendre, et je vous parle en même temps. Et donc, je suis attentif à ma voix, je suis attentif à ce que je vous dis. Et donc, c'est comme un chant, et vous pouvez même entendre d'une oreille un peu distante ce que je vous dis, et c'est chantonnant,
c'est un ronron, et ça suffit. Donc Marie, exactement, le chant, ça peut aussi marcher. Et un espace, un endroit de rêve, ça marche. Bon. Une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire on s'est installé confortablement, et on a commencé à se concentrer sur quelque chose. Bah, c'est tout. Mais oui, c'est ça qui est simple dans l'hypnose, c'est ça qui est compliqué aussi, de faire ça. Après, imaginez que c'est comme si, alors pour reprendre l'image de Corinne, qui nous propose cette suggestion hypnotique, si nous étions en train de plonger, alors vous seriez dans le courant qui vous emmène exactement là où vous voulez. Si vous étiez un oiseau, eh bien, ce serait l'air, un courant chaud, un courant avec de l'énergie, un courant doux, un courant qui vous fait planer, qui vous emmène. Si Marie était en train d'écouter de la musique, eh bien c'est cette. Ne dit-on pas que la musique nous transporte? Ben, c'est exactement ça. Oui. Mais alors, ben, il faut faire et laisser faire et se dire allez, j'y vais. Je me fais confiance. Il y a ce proverbe qui dit j'y vais les yeux fermés. Vous connaissez ça? Ça veut dire que j'ai confiance et que j'y vais. Alors on y va. Et on y va. Et on laisse faire. Et on lâche un peu prise. Alors on lâche prise, mais alors quand on a mal, lâcher prise, c'est pas si évident. Et souvent, les participants de mes séminaires sur l'auto-hypnose me disent, ben oui, mais à un moment donné, je suis bloqué parce que j'ai mal. Et oui. C'est un peu notre sujet, parce que évidemment, si on n'était pas là à se parler, c'est qu'on ferait de l'auto-hypnose pour le plaisir, simplement pour le plaisir, mais vous avez mal aussi. Alors la douleur. Il faudrait qu'on revienne un peu sur ça, 2 secondes. Juste pour dire que la douleur, c'est une de nos protections les plus primitives avec la peur. Ben oui, il faut bien qu'on se le rappelle. C'est-à-dire que si nous n'avions pas de douleur et pas de peur, ben on serait mort. Et oui. Et oui. Ça nous aide à nous protéger. Pas de douleur, pas de vie. Le problème dans votre situation, c'est que trop de douleur, pas de vie non plus. Bonjour Marie, autre Marie, cette fois avec un Y. Les deux ont un Y, mais pas de problème si vous êtes en retard. On en était à parler de la douleur et on a fait une petite révision des 2 autres séminaires, donc pas de souci. Pas de douleur, pas de vie, trop de douleur, pas de vie non plus. Alors on se dit, mais comment retrouver la normale? Et en m'intéressant à vous tous, à vous toutes, et en essayant de comprendre et de m'approcher au plus près de ce que c'est que la douleur chronique, ce que vous m'avez appris, c'est que la douleur immobilise. Ah oui, là, Susanna, elle se dit, tiens, j'ai dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, complètement. Quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on a mal, on se détend pas, on n'est pas, ouh, c'est bien, je suis détente, c'est tranquille. Non, c'est tout le contraire. Quand on a mal, on fait ça. Bonsoir Olivier. Quand on a mal, on se tend, on ferme le poing, on est bloqué, on est verrouillé, on a des tensions, on est complètement fermé. Et ça crée des tensions physiques, lesquelles en plus vous font mal. Donc alors là, c'est vraiment, j'ai mal et en plus j'ai mal. Terrible. La douleur focalise aussi, parce que vous le savez très bien, beaucoup mieux que moi même. Vous pensez, vous vivez, vous réfléchissez, vous prévoyez, vous organisez, vous dormez, douleur. Même certains mangent douleur quand c'est des colopathies fonctionnelles. Bref, tout passe au crible et c'est très difficile parce que la douleur semble être plus importante que tout le reste. Un jour, on a fait une expérience au cours d'un atelier et j'ai demandé à quelqu'un de me dire à quelle taille avait sa douleur. Elle me dit immense. D'accord. Alors je lui ai demandé de la dessiner sur un tableau. Et elle a dessiné la taille sur un tableau. Et je lui ai demandé de prendre du recul. Et quand je lui ai montré, elle était très étonnée parce qu'en fait, la taille était celle d'un téléphone. Et en reculant, elle s'en est rendue compte. C'est tiens, je voyais ça plus gros. Vous voyez? Comme si justement on est tellement focalisé qu'on est complètement dedans,
et ça nous envahit. La douleur vous envahit. Et c'est une étape supplémentaire, c'est que vous vous repliez sur vous. Vous n'osez pas faire. Vous avez la sensation qu'on ne vous comprend pas. Vous avez la sensation d'être seul parce que vous vivez quelque chose auquel les autres n'acceptent pas. Ça, c'est embêtant parce que ça nous empêche de réaliser des choses et ça nous éloigne des autres. La douleur m'immobilise, me focalise et m'envahit. C'est ce sur quoi, à cette étape de votre progression, je vous propose de travailler aujourd'hui. Mais pour travailler, il faut s'assouplir et s'échauffer. Quand on fait du sport, on s'échauffe. On vient de dire, la douleur rend tout rigide, bloque tout, un peu comme une articulation, un mécanisme qui ne serait pas huilé, donc on est tout raide, tout bloqué. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est s'assouplir. S'assouplir, c'est à la fois le corps, c'est à la fois l'esprit. Pourquoi l'esprit? Parce que parfois, on se dit, j'y arrive pas, je peux pas, c'est pas possible, ça ne se fait pas, je ne sais pas quoi faire. Bref, que des pensées qui nous empêchent de faire. On pourrait presque parler de pensées parasites, de pensées qui nous inhibent, qui nous maintiennent dans l'immobilité. Parce qu'à force de se dire qu'on ne pourra rien faire et qu'on n'y arrive pas, bah évidemment, on ne fait pas et on n'y arrive pas. Ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal. Bon. Alors, je vous propose, pour nous échauffer ensemble, un petit exercice. Nous, ce qu'on voudrait, c'est s'échauffer et assouplir. Hein? S'échauffer et s'assouplir doucement. Et on va utiliser une matière extérieure, une matière que nous pourrions avoir dans la main. Donc, ce que je vous propose, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux ou laisser votre regard un peu dans le vide, dans le vague, dans le lointain. On est dans la bonne position, puisque tout à l'heure on a parlé de la position confortable. On respire 1-2 fois. Et vous allez choisir l'une de vos mains, la droite, la gauche. Vous allez mettre devant vous. Paume ouverte, doigts dépliés. Rien que de faire ça, immobile, vous sentez un peu l'air à la surface de la paume de la main. Ça veut dire qu'on est déjà un petit peu aussi dans la deuxième étape de se concentrer, de s'absorber, vous l'avez remarqué, et c'est très bien. Et maintenant que vous vous concentrez et que vous absorbez, vous allez respirer. Alors quand on respire, on inspire doucement, comme pour s'échauffer. Et on expire doucement. Et quand vous expirez, vous laissez vos doigts se refermer et vous observez alors que pendant cette expiration et que vos doigts se referment, ça fait comme des petits mécanismes par petits mouvements successifs. Clac, 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 clac. Voilà. À nouveau, on respire, on inspire. Et on expire. Et à nouveau, les doigts suivent votre expiration tout doucement. Et alors là, à un moment donné, c'est peut-être déjà le cas pour certains et certaines. Peut-être ça va venir à la prochaine expiration. Vous voyez, à quel moment vous sentez, on imagine, ça y est, nos doigts sont au contact de cette matière, de ce petit objet qu'on voudrait assouplir. On le sent parce que, à l'expiration maintenant, vos doigts ne bougent plus vraiment, sont presque immobiles, comme si, mais c'est bien ça, dans votre main est l'objet de l'assouplissement. Et même certains, certaines me diront, tiens, c'est étonnant, je n'arrive plus
Ma main ne peut plus se fermer, mais c'est normal puisque vous tenez un objet. C'est normal. Voilà, exactement. Alors certains déjà remarquent et sont attentifs à la texture de l'objet. Peut-être même vous devinez les yeux fermés, la forme, vous savez, comme quand on était enfant et qu'on jouait. Peut-être vous étiez quelque part, peut-être il faisait nuit, peut-être vous jouez, vous aviez la main et on essaie de deviner la forme de l'objet sur un jouet, sur une matière. Il y a des jeux comme ça, on découvre, on fait découvrir des textures en mettant la main quelque part. Et alors on devine la texture, on sent, on est surpris d'ailleurs de se dire mais je sens si c'est rond ou ovale ou avec des bords ou des coins. Peut-être même certaines remarquent que vous sentez même peut-être une sensation de température à l'intérieur de la paume, ou de différence entre l'intérieur de la main et l'extérieur. Et tandis que vous êtes de plus en plus attentif à remarquer cette expérience, peut-être dans votre esprit vous la voyez, et vos yeux, qu'ils soient ouverts, ou vos yeux devant, derrière les paupières, devant les yeux, voient l'objet. Peut-être certains sentent l'objet dans la main plus qu'ils ne la voient, ou inversement, tout est possible. Et alors, en respirant maintenant plus profondément, volontairement, comme un assouplissement, comme un échauffement, on respire. Et vous remarquez que quelque chose se passe. Peut-être c'est un peu comme vous avez déjà fait cette expérience, tenu du sable dans la main, qui part l'espace entre chaque doigt, le sable s'échappait doucement. Alors il y en avait de moins en moins, et la main bougeait un peu plus à chaque fois, ou comme si un glaçon, par votre chaleur, fond, ou comme si une matière trop froide se réchauffe. Voilà, exactement. Exactement. Et vous laissez ça se faire de plus en plus. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Et peut-être même certains auront senti que les doigts sont entrés en contact, qu'on a assoupli quelque chose. Voilà, exactement. Et vous constatez que cette main qui a déjà fait cette expérience est un peu différente par rapport à l'autre. Hein. Voilà, très bien. Revenez, réinstallez-vous. Très bien. Voilà. Ah, premier exercice d'assouplissement, de tranquillité. Parfait. Très bien. Ça va pour tout le monde? Ça, déjà, ça nous met un petit peu dans l'ambiance. On a travaillé une matière qui peut devenir plus souple. C'est déjà de préparer notre corps pour que notre esprit le fasse. Deuxième exercice. Là, il faut qu'on fasse une petite illustration. Vous savez, vous connaissez cette citation que j'aime beaucoup. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, j'aime énormément. Parce que c'est de se dire qu'on peut accepter des changements et on peut les faire, surtout parce qu'en fait, on n'y a pas pensé, et qu'on se lance dans l'expérience et qu'on fait les choses. Et ça, c'est intéressant. C'est une psychologie de l'acceptation et du positif. Vous voyez ces phrases? Tout ce que je fais est bien fait, car j'ai voulu le faire bien. Mais oui, quand vous faites,
vous voulez pas mal faire. On peut être maladroit, on n'est pas parfait, ok. Mais quand vous faites, vous voulez bien faire. Bon. Tout ce qui me vient est exactement la bonne pensée à ce moment, car je la ressens. Ben, c'est de lier ce que vous faites dans votre quotidien. Par exemple, vous avez essayé de cuisiner un truc, et puis bon, voilà, c'est très bien, c'est comme c'est bon. Et vos convives, d'ailleurs, vous disent, c'est super bon. Mais je suis certain qu'il y en a plein d'entre vous qui disent, ah non, ça aurait été meilleur, j'ai loupé le truc. Qui le fait? Beaucoup, hein? Bon. Et bien nous, on va considérer qu'on va juste accepter que ce soit bien fait. Prenons le postulat et acceptons-le. D'accord? Si on le fait avec des choses qu'on fait avec le corps, on va le faire aussi avec notre esprit. Tout ce qui me vient dans mes pensées est exactement la bonne pensée à ce moment, car je la ressens. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez une émotion. Peut-être la personne va vous faire douter. Peut-être vous, vous dites, ah, je ne sais pas trop. Oui, mais si vous le ressentez, on va considérer que c'est une bonne raison et rien qu'une bonne raison. On accepte qu'on peut se tromper, on accepte qu'on n'est pas parfait. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ce que l'on fait, c'est bien. Et pour ça, c'est ce que l'on appelle les thérapies ACT. Je vous mets ce petit diagramme, juste parce que vous allez vous reconnaître certainement un petit peu. Regardez à gauche. On parle de rigidité psychologique. Alors, c'est pas que vous êtes rigide, hein. La douleur vous rend rigide. Bon, regardez, tout en haut. On est balancé toujours entre le passé et le futur. Ah là là, ce qui m'est arrivé est horrible, et ce qui va m'arriver ne va pas marcher. Bon, je le fais caricatural, mais vous savez bien que c'est ce qu'on peut ressentir. On évite les expériences. Je me lance pas, j'ose pas. Bon, allez, allons faire une rando, allons courir. Corinne nous disait tout à l'heure, ça fait mal. Donc, forcément, on va éviter l'expérience. C'est une rigidité psychologique, mais pas parce que Corinne ne veut pas, parce que Corinne a mal. Donc, on est dans cette forme de blocage. On est dans la fusion et l'inaction. Je suis avec ma douleur, elle m'envahit, je pense, vis, dors, mange, douleur, réfléchis, prévois, organise douleur. Et donc, de cet échauffement, vous voyez que la matière rouge passe au bleu, et on pourrait être dans la flexibilité. Et cette flexibilité, c'est le moment présent, par opposition. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Quand je vous demande de vous concentrer sur votre main, on est là, on n'est rien que là, on est ensemble et on fait la même chose. On vit un super moment de présence. Bien sûr qu'il y a des pensées qui vous parasitent, mais justement, on va les accepter. Regardez à gauche du moment présent, acceptation. J'accepte. J'ai des pensées qui me traversent. Ok. Quand il y a un nuage noir qui traverse le ciel, vous ne dites pas oh là là, un nuage noir, c'est horrible. Non, on accepte. On peut accepter. On peut accepter. Regardez en bas à droite, action engagée. C'est notre outil de tout à l'heure. C'est on y va, c'est on le fait, c'est j'ai envie. Et regardez tout en bas, soit comme contexte. Ne vous ai-je pas dit tout à l'heure, je reviens un peu en arrière. Hop. Être à soi-même, agir avec et pour soi. Ben, c'est exactement ça. Et donc Marie, tout à l'heure, je crois que c'est Marie, voilà, c'est ça, c'est Marie. Marie, elle nous dit tout à l'heure que ça lui a mis du temps, mais qu'elle a accepté la PR presque comme une amie. Et j'aime beaucoup cette subtilité du presque. Oui, elle est là. Bon, c'est une coloc un peu pénible quand même, mais bon, il faut faire avec, parce qu'on habite au même endroit, on habite ce corps, il faut être là. Et l'acceptation va permettre de vous mettre en mouvement. Et l'acceptation de votre maladie se travaille par l'assouplissement. Vous pouvez refaire l'exercice de la main qui tient avec la maladie dans votre main. Que c'est une étape supplémentaire. Là, je vous l'ai fait neutre, mais on pourrait la faire pour vous aider à accepter
accepter la maladie, accepter d'en faire quelque chose, ça va nous aider à avancer. Et donc, un petit exercice, comme vous le savez, j'aime bien trouver des noms rigolos, donc je l'ai appelé « Je t'avais bien dit que j'avais raison ». Ça en fera sourire certains et certaines qui ont déjà vécu cette expérience. Pourquoi? Parce que « Je t'avais bien dit que j'avais raison » est exactement l'illustration de « J'ai pensé quelque chose à un moment donné et je me suis dit que quand même, j'ai raison, mais j'ose pas, je suis inhibé, je fais pas, et donc l'autre va me le reprocher après, évidemment, parce que si c'était en voiture, bon, maintenant il y a des GPS, mais rappelez-vous, pour ceux et celles qui ont été dans des voitures où il n'y avait pas de GPS, où il y avait la carte routière, c'était peut-être vous-même ou vos parents, hein, tu m'as pas dit de tourner, mais si je te l'ai dit, bref, un dialogue conflictuel. Bon, eh bien c'est exactement pareil, mais en vous. Ah, mais non, mais ah mais si, mais je pensais que je pouvais le faire. Ah bah je l'ai pas fait. Ah bah je m'en veux. Alors, en plus, il y a la culpabilité. On tourne en rond avec des pensées pirates qui nous empêchent, qui nous empoisonnent. Donc, deuxième exercice d'assouplissement. Susanna est en train de nous dire quelque chose. Oui, bah, connaître nos limites, c'est aussi accepter qu'on peut bien faire et on peut mal faire. Et on va travailler sur la délimitation du corps tout à l'heure. Ça va aussi avec les limites. Donc, un nouvel exercice. Et on n'est que en positionnement de psychologie positive et d'acceptation. Maintenant, vous êtes là assis, assise, et donc, puisque vous êtes assis, assise, vous êtes exactement dans la bonne position, celle qu'il fallait. Fantastique. Vous n'avez rien à faire puisque c'est parfait. Voilà, il y en a certains qui vont cligner des yeux. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. D'autres écarquillent les yeux, se concentrent. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et on se dit, bon, bah alors on fait quelque chose. Eh bien oui, on est en train de faire quelque chose, exactement. Comme si on nageait dans le courant, tout ce qui nous vient est exactement au bon moment. Vous voulez fermer les yeux? Allez-y. Pour ceux qui sentent que les yeux restent ouverts, gardez-les ouverts. Est-ce que vous avez l'impression que vos oreilles entendent ou n'écoutent pas? C'est exactement ça, bravo! Vous n'avez rien compris, c'est parfait, vous débranchez de vos pensées. Il vous semble comprendre quelque chose, c'est encore mieux, c'est parfait, c'est votre manière de faire. Vous êtes immobile, très bien, vous bougez, c'est votre manière de faire. Intéressez-vous à vos pensées, il y a des pensées qui vous traversent. Regardez-les comme des nuages. Voyez si vos pensées pensent ou se dépensent. Elles s'en vont, elles viennent. Et c'est exactement ça. Si cette inquiétude qui vient de vous traverser l'esprit a été là, c'est normal, vous vous détendez. Donc une inquiétude peut venir, paradoxalement, parce que c'est comme si c'était une remontée, vous la laissez partir. Tout va bien, me dites-vous, vous êtes complètement dans votre lieu de confort, vous êtes très bien, vous êtes confortable, c'est que tout est OK, vous avez trouvé le bon réglage. C'est exactement ça. Vous vous dites que vous n'y arrivez pas, mais c'est très bien. Arrêtez de vouloir bien faire. C'est ce que vous êtes en train de réussir. Vous vous dites, c'est aussi simple que ça? Mais oui, on est là. On est attentif, on est concentré. Tout ce qui nous vient, c'est positif. Voilà. Maintenant, repensez à l'exercice que vous venez de faire avec la main. Mais moi, ma main a bougé. Donc, je vais me dire que ce que j'ai fait, c'était tout à fait ça. Alors, moi, ma main n'a pas bougé. Oui, exactement, elle n'a pas bougé parce qu'elle avait déjà trouvé la bonne position. Ah, ok. Donc, qu'elle ait bougé ou pas bougé, finalement, c'est relatif à moi-même. Oui, c'est relatif à vous, uniquement à vous, rien qu'à vous.
Vous aviez la bonne position? Très bien. Alors, de cette position, que s'est-il passé? Il y a eu un changement. Vous avez senti rien. Le fait même de sentir rien, c'est déjà sentir quelque chose qui est rien. Et si de notre douleur, vous pouvez sentir rien, ce serait super. Donc, ça veut dire que vous avez trouvé une solution. Voyez? Cette manière d'aborder notre expérience totalement présente peut vous permettre d'en faire quelque chose. Plutôt que je ne peux pas, je ne ferai pas, je n'y arrive pas, alors on peut, on fait, ça nous apporte quelque chose, ça nous dit quelque chose. Et un petit peu comme vous avez peut-être vu, ou vous-même, vous avez peut-être fait ça, c'était de jouer avec des Legos, avec des briques de construction, ou avec des crayons de couleur, ou des pâtes à modeler. Ben, c'est ça, d'une chose à une autre, et on fait encore, et encore, et encore. Bref, on joue. Et quand vous jouez, ben, c'est du jeu. C'est du je suis. Et si vous jouez, c'est que vous faites plaisir, alors je suis bien. Voilà où on voulait en venir. Je joue, je suis bien, ça va. Je joue avec des petites choses, on allège. Tout ce qui vient peut faire partie du jeu. Quand vous étiez petit, quand vous étiez petite, il suffisait d'un bout de bois pour que ce soit un sceptre. Il suffisait d'une couleur, d'un fruit, d'un jouet, du sable. Tout ce qui vous passait par la main devenait utile. Là, on est dans une expérience d'assouplissement et de relâchement. Ah, super. Est-ce que ça va? Comment ça va? C'est bien pour vous? Très bien. Alors on continue. Focus et défocalisation. Pour Susanna, c'est exactement ça. Enfin, je crois que c'était Susanna. Hein. Attends, je remonte. Oui, voilà. C'est la question de nos limites et de là où on se situe. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La douleur me focalise. Oui. La douleur me focalise. Si on est focalisé sur la douleur, c'est qu'on est défocalisé d'autre chose. Ah oui. Jusque-là, c'est imbattable. Marlène a l'impression d'être complètement vidée. Bah, tant mieux, vous êtes vidé de mauvaises choses. Et quand on est vide, on est réceptif, on peut recevoir de nouvelles choses. Exactement. C'est comme si vous aviez fait un déménagement chez vous, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne convenait pas, bon, allez, on met de côté et on réemménage. Ouais, si on pouvait faire ça avec notre cerveau, et c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Un peu plus différemment qu'un emménagement-déménagement, mais c'est ce qu'on est en train de faire, et ça sera l'objet de ma dernière diapo. La douleur me focalise, je suis à côté de mes pompes, je suis à côté de mon corps, je sens pas bien, je suis pas dans mon cerveau, je suis pas dans mon bras, je suis pas dans mes mains, je suis pas dans ma vie, bref, je suis pas là quoi. C'est cet état de dissociation, d'accord? Mais tout à l'heure on a dit, il y a 2 secondes, si on est focalisé sur quelque chose, c'est qu'on est défocalisé d'autre chose. Ok, ça c'est imbattable. L'inverse est vrai, si on se focalise sur quelque chose d'autre, on va se défocaliser de ce sur quoi on était focalisé. Exactement. Donc, comment se défocaliser? Vous savez, c'est un petit peu comme si vous regardiez, imaginez une photo que vous adorez, ou un tableau que vous adorez, d'accord? Ou un paysage que vous avez en photo, le paysage de vos rêves, okay? Ou la maison de vos rêves, je ne sais pas, un objet de vos rêves, comme vous voulez. Mais vous le regardez en étant là. C'est vraiment devant votre nez. Mais vous ne voyez rien, on ne voit rien, on est complètement dessus, on est complètement focalisé, on est complètement absorbé, on ne voit rien d'autre. Bah oui. Vous pourriez être devant le plus beau chef-d'œuvre qu'on ne voit rien parce qu'on ne voit qu'une couleur, le rouge de la douleur, par exemple. Si le rouge pour vous est la douleur, évidemment. Je ne vois rien parce que je ne pense qu'à ça, je ne peux pas faire autrement.
Alors moi, je vous propose de changer de point de vue. Puisque vous êtes bien installé, puisque vous êtes en mouvement, puisque vous êtes concentré. Alors Brigitte me dit qu'elle n'est pas du tout réceptive, mais je ne sais pas si vous avez vu les 2 premiers séminaires, parce que celui-là fait la suite. Donc évidemment, si vous ne les avez pas vus, c'est un petit peu d'un niveau avancé déjà. C'était l'objet de cette série de séminaires. On pourra reprendre à zéro, mais vous pouvez déjà regarder les anciens séminaires pour vous remettre dans le bain. C'est une progression. Et dans cette progression, maintenant, vous êtes dans un état de présence. On a fait cette expérience avec la main, on a fait cette expérience avec la positivité de nos pensées, de ce qui nous vient, de toutes les sensations qui nous viennent. Ok. Alors maintenant, je vous propose de cet objet de la douleur qu'on connaît, vous vous installez bien dans votre fauteuil, vous vous installez bien où vous êtes. Vous pouvez fermer les yeux éventuellement, ça va nous aider cette fois. Mais si vous souhaitez évidemment le laisser ouvert, vous pouvez aussi. Maintenant, on va se concentrer sur l'objet. Peut-être que ce sera le même objet que tout à l'heure, que vous aviez dans la main. L'objet de votre douleur. Il est posé à petite distance de vous, mais assez proche en fait, selon l'intensité. Et alors vous prenez le temps, en fermant les yeux, vous laissez votre regard intérieur maintenant s'habituer, comme quand on est dans l'obscurité. Vous savez qu'on commence à voir petit à petit, à distinguer petit à petit les formes, parce que vos yeux sont faits pour voir, même dans l'obscurité. Et maintenant, ça commence à apparaître, à se discerner, à devenir un peu plus présent. Il y a cet objet, peut-être c'est votre douleur, peut-être c'est un questionnement que vous avez, peut-être c'est un problème, peut-être c'est neutre, parce qu'on fait l'expérience neutre. Vous êtes devant, et ça vous semble bien familier, vous connaissez bien, vous connaissez tellement bien que vous l'avez tellement vu, cette face de l'objet, et vous savez que vous avez envie de voir autre chose. Et vous vous rendez compte alors que vous êtes comme si c'était le même fauteuil devant la même fenêtre. Comme si c'était toujours la même chose qu'on voit. Ce qui est assez lassant au final. Alors, imaginons maintenant que vous changez de place, parce que vous êtes en mouvement, parce qu'il y a eu cet assouplissement. Et cet assouplissement qui vous vient de plus en plus fait que de rigide, immobile, on devient souple, moelleux. En devenant souple et moelleux, il vous est possible d'aller et venir, de bouger. Peut-être vite, peut-être lentement. Peut-être à votre rythme, dans tous les cas, vous allez et venir. Voyez-vous vous situer. Si on était dans une grande pièce, il y aurait certainement de la place pour aller s'asseoir autre part. Si on était devant une fenêtre, on pourrait ouvrir la fenêtre et regarder un autre endroit. Si vous étiez un appareil photo, eh bien, on change notre point de vue. Ça peut devenir flou comme les limites de notre corps, Susanna. Et ces limites qu'on ne connaît pas très bien. Et maintenant, peut-être comme
si on faisait une mise au point et on se recule encore un petit peu, ou on se met de côté, peut-être un pas de côté, peut-être on prend du recul, peut-être un peu des deux. Et alors, si effectivement vous êtes à côté de vous-même, si vous vous voyez de l'extérieur, dans votre expérience, ça nous indique bien, ça nous renseigne, ça nous est utile, on comprend qu'on est vraiment à côté de nos pompes. On se décale un petit peu, ça nous renseigne qu'il y a cette dissociation. Très bien, ok, on entend, je comprends. Je suis un peu en dehors de moi. Ou peut-être vous voyez vraiment l'objet qui s'éloigne parce que vous êtes en vous-même. C'est aussi possible. Mais on se recule encore un peu pour voir, pour faire l'essai. On se recule encore un peu. Les détails se deviennent moins précis. La taille des choses devient plus petite. L'objet diminue. On voit les choses un peu plus loin, encore un peu plus loin. Ça devient très différent. On a d'autres vues, d'autres... Comme quand on voyage. On pourrait être un oiseau qui vole. On pourrait être un cerf-volant dans l'air. On pourrait être différentes choses. On est un peu au loin. Ceux qui aiment bien la technologie pourraient être comme dans un drone, m'a-t-on dit. En tout cas, on a une distance différente. Voilà, on a cette distance différente. Voilà, on peut revenir plus ou moins à notre rythme chacun. Et Susanna, vous prenez le temps, et les autres aussi, de revenir petit à petit, comme pour faire une mise au point. Comme parfois on fait un dessin, on se recule et on revient. Comme parfois avec l'appareil photo, on dézoome et on rezoome. Mais en rezoomant, en vous refocalisant, en revenant, vous allez laisser à votre conscience quelque chose venir et vos ressources profondes vont s'intéresser à une nouvelle chose. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas remarqué et que vous remarquez maintenant qui vous intéresse. Donc parfois on lit un livre et puis on relit la même page et tiens, je n'avais pas lu ça. Peut-être en revenant dans les limites de votre corps ou à côté de votre corps, vous voyez où est-ce que vous vous situez, vous sentirez un point de contact confortable que vous n'aviez pas remarqué tout à l'heure. Un muscle détendu, une pensée positive. On s'est défocalisé, on se refocalise et en revenant doucement. Ceux qui ont fermé les yeux peuvent les rouvrir. Certains auront la sensation d'être partis et revenus. D'autres auront la sensation d'avoir comme dormi et puis de s'être réveillés. D'autres d'avoir bougé. Voilà, exactement. On peut se sentir tout endormi. On vit des sensations curieuses. On peut se sentir un peu lourd, oui, parce que ça, c'est le corps qui se détend. Ah, si on a fait un petit tour en hauteur, Corinne, c'est vrai, on peut être un peu barbouillé parce que c'est le lâcher-prise. C'est effectivement le lâcher-prise, parfois, quand on s'y habitue, ben, c'est un peu remuant quand même de lâcher-prise. Donc parfois, on est un peu... j'ai la tête qui tourne et c'est normal, mais vous êtes en contrôle et vous reprenez place, vous vous étirez, vous respirez. Voilà, en douceur. Vous voyez que d'avoir fait nos exercices d'assouplissement juste avant, ça nous fait quelque chose. On aurait attaqué cet exercice de prime abord
que vous n'auriez peut-être pas été barbouillé, que vous n'auriez pas été un petit peu perturbé. C'est normal. L'assouplissement nous permet, comme à l'échauffement en sport, d'améliorer ou d'approfondir ou simplement de vivre une expérience plus de facilité. Ça va? Voilà, exactement. Le mouvement, Susanna, exactement. On a voyagé, nous dit Marlène, c'est tout à fait ça. Sandra se demande si elle pourra s'endormir. Oui, vous pourrez vous endormir. C'est un relâchement, mais comme vous n'avez pas dormi, Sandra, vous n'avez pas consommé vos heures de nuit, donc vous pourrez dormir tout à l'heure. Voilà. Fatia nous dit, ouh, j'ai du mal à revenir sur Terre. Nicole, ça va? Très bien. Oui, très très bien. Ah, on souffle un petit peu, parce que ça nous fait voyager. Dites donc, hein, focus, défocus. Je suis focus sur ma douleur, je me retire un petit peu, je m'enlève, et je reviens. Voilà. Très bien, voilà, une sensation de lourdeur, c'est ce qu'on lâche. La lourdeur, c'est souvent ce qu'on lâche. Si vous vous sentez léger, bah, c'est que vous avez suffisamment, comment dirais-je, il n'y avait pas trop de stress, on va le dire tout simplement. Si vous sentez de la lourdeur, c'est que, vous savez, c'est comme quand on a porté un sac à dos longtemps. On l'enlève, et quand on l'enlève, on se dit, waouh, je suis super lourde. Oui, c'est l'empreinte, en fait, de ce que vous venez de libérer. Donc, exactement. Avec de l'apaisement pour Annie. Très bien. Ça y est, je ne sais pas pourquoi il était en double. Voilà. Alors, ça va? On continue. Un dernier petit exercice. Moi et l'autre. Certains savent où je veux en venir, parce que certains ont déjà suivi certains de mes séminaires ou de mes propositions. Parce qu'on a dit tout à l'heure, je reviens faire un petit... Voilà. La douleur m'immobilise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a bougé, on a assoupli pour permettre le mouvement. Tout d'abord, on a assoupli la main, puis nos pensées. Tout était positif. Tout était OK, on peut avancer, ça marche, on avance. Très bien. Puis, la douleur me focalise. Donc, l'exercice focus, défocus. On se défocalise, on se laisse partir et on revient. Exactement. Voilà, je prenais le temps de lire le commentaire de Marie. Excusez de mon silence, mais parce que j'étais absorbé et concentré sur ce qu'elle me disait. Donc la détente, comme je suis installé en ce moment, et alors il y a des mots qui ont dû sauter, mais je situe mieux les douleurs dans mon corps. Par contre, elles sont là, oui, oui, tout à fait, mais je ne les trouve pas douloureuses. Simplement, elles sont là. Non masquées, mais comme disqualifiées. Exactement. C'est étonnant, hein. Moi, je suis toujours stupéfait quand on ressent ça. Parce qu'on sait, évidemment, si on pouvait disparaître les douleurs, ça se saurait. On sait qu'on a mal, et pourtant ça va. Et par ces voyages que je vous fais faire, ben, c'est ça qui se passe. Donc, dernière ligne, la douleur m'envahit, je me replie, je n'ose plus faire, on ne me comprend pas, je me sens seul. Alors maintenant, on va faire quelque chose pour ça. Moi et l'autre. Oui, Gilbert, vous pourrez le refaire autant que vous voudrez, ne vous inquiétez pas. Moi et l'autre, c'est un exercice pour nous remettre en relation. C'est ce qu'on fait, en fait, nous, là, même si on ne se voit pas, même si je ne vois parfois que des petites photos ou vos commentaires, mais on est vraiment ensemble. Vous êtes attentifs, parce que vous voulez apprendre de nouvelles choses. Et moi, je suis très attentif à vous, parce que je veux vous aider, je veux vous accompagner, je veux vous comprendre aussi. Donc, on est vraiment très présents l'un à l'autre. Mais l'expérience de la douleur nous met dans la solitude, nous met dans « je suis tout seul, les gens ne me comprennent pas, ma famille ne me comprend pas, les gens me disent « oh, mais ça va, tu as l'air en forme, alors que j'ai très mal. » Donc, on perd des liens. Et on pourrait s'imaginer que, en fait, le lien, vous voyez que rien qu'en se parlant, ça nous fait du bien. Même si tout n'est pas facile, mais comme le disait très bien Marie, ouais, on sait que
mais ça va. On est ensemble, alors ça va. Pourquoi? Parce qu'on est en présence les uns des autres, on est en relation. Ok. C'est ce que j'appelle l'exercice du miroir. Maintenant, installez-vous. Et on est... Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, hein, toujours. Et maintenant, on est au millième séminaire. Non, peut-être pas, parce qu'en fait, vous serez pro de l'hypnose avant de faire 1000 séminaires. Mais on a avancé sur ce chemin dont on parlait tout à l'heure, sur cet espoir que vous avez d'aller mieux. On a tellement avancé que ça y est, on y est vraiment, ça va vraiment bien. On ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. On ne sait pas vraiment comment, parce que c'est plein de choses que vous avez fait. Plein de choses que vous avez pu faire, plein de choses que vous avez vécues, découvertes, appris, de nouvelles choses. Tellement que tout le mérite vous revient. À vous, chacun individuellement, vous avez parcouru votre chemin, vous avez vécu la douleur, maintenant ça va vraiment mieux. Beaucoup mieux. C'est votre recette à vous, personne d'autre ne la connaît, c'est vraiment vous. Tout va bien, vous êtes en sécurité, ça va mieux. Votre douleur a trouvé une place, et vous surtout, vous êtes à votre place, et dans votre place, alors vous pouvez faire de nouvelles choses, et c'est ce qui compte. Vous avez appris une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire. Vous auriez pu voyager à l'autre bout du monde que vous n'auriez pas fait ce voyage. Mais vous l'avez fait. Comme autant de chemins nouveaux, là où tout à l'heure, rappelez-vous, quand on était assis face à l'objet, il n'y en avait qu'un de chemin. On ne voyait toujours que la même chose. Il y a ce film, Forrest Gump, pour ceux qui l'ont vu, à un moment, il est assis sur sa chaise. Puis à un moment, il se lève, c'est le héros, et il se met à courir, il se met à avancer. Il ne sait pas pourquoi, mais il avance. Et il découvre et rencontre d'autres personnes sur son chemin. Il y a quelques instants, il y avait que la douleur, mais maintenant, depuis longtemps maintenant, que vous avez progressé, il y a plein de chemins nouveaux, des outils que vous avez découverts, l'hypnose, la relaxation, le yoga, la méditation, et puis plein d'autres choses qui ne portent pas de nom, parce que c'est ce que vous avez réussi à faire. Reposons-nous. Ça fait du bien, on profite. Vous savourez d'avoir réussi tout cela. Et c'est vraiment une belle expérience. Et puis sur ces chemins que vous parcourez, il y a une personne là, vous voyez à une certaine distance, une personne, vous la reconnaissez. Vous la reconnaissez parce que vous savez, vous connaissez la douleur. Et vous savez que cette personne, elle est dans la douleur. Peut-être vous la reconnaissez plus ou moins précisément. Peut-être vous ressemble-t-elle ou est-elle différente? Mais ce qu'il y a de commun, c'est cette douleur. Alors vous vous approchez, si vous le souhaitez. Mais on peut se dire, bon, quand moi j'avais mal, ce qui n'est plus le cas, je me sentais seul et je me sens accompagné maintenant. Peut-être que je pourrais avoir envie de donner peut-être une petite aide, un petit accompagnement. Peut-être sur ce chemin, si on imagine être sur un chemin, on pourrait être juste ensemble quelques temps. Alors, peut-être êtes-vous un peu plus proche et suffisamment pour que cette personne vous remarque. Vous remarquez qu'elle a mal et elle remarque que ça va. Et vous vous reconnaissez mutuellement. Alors vous vous approchez peut-être un peu plus, ou peut-être vous êtes bien là où vous êtes.
Puis vous avez votre manière de faire. Vous vous rappelez, quelqu'un vous avait dit il y a longtemps, l'intention de soin, l'intention d'aller mieux. Ah oui, on l'avait appris ça au séminaire. Oui, oui. Et vous vous rappelez, en même temps que vous vous en rappelez, vous voyez cette personne, vous allez bien, elle a mal, vous vous reconnaissez, vous dites, tiens, j'ai cette intention-là, pourquoi pas? Comment faire? Mais vous avez vos mots, vos paroles, votre manière de vous exprimer, votre dialogue intérieur, l'aide. Bien sûr, il n'y a pas tout à lui dire, évidemment que non. Vous lui dites ce qu'il faut. Ah oui, la pensée positive, tout ce qui me vient, c'est exactement ce qu'il fallait que je puisse lui dire. Alors vous lui dites, vous lui parlez, peut-être avec des phrases qui disent des choses dans un langage qu'il n'y a que cette personne et vous. Les autres ne comprennent pas. Il n'y a que vous et elle qui puissiez comprendre ce dialogue. Mais peut-être que c'est même avec des gestes, avec des mouvements, une main qui aide, les yeux qui regardent quelque part, et alors la personne, en miroir, regarde quelque part. Peut-être un pas, et vous avancez, alors la personne se met en mouvement. Peut-être c'est juste un sourire, vous lui souriez, la personne vous sourit. Certains, peut-être, auront l'impression que la personne aimerait bien du réconfort, peut-être même, pourquoi pas, être serré dans les bras pour apaiser, si c'est le cas. Tout est possible. Et vous partagez ce moment. Faites quelques pas avec, ou déplacez-vous, puisqu'on est dans le mouvement, l'assouplissement. On se comprend peut-être en se parlant, et on se comprend sans avoir à se parler, c'est intéressant. Et tout ce que vous avez appris maintenant, à votre manière, vous pouvez en parler, vous pouvez faire avec cette personne. Il y a des choses que vous connaissez, vous ne saviez même pas que vous les connaissiez. Et pourtant, comme dit l'expression, vous mettez la main dessus, ça vous vient. Vous lui indiquez comment aller mieux. La personne se sent déjà mieux parce que vous lui donnez de l'espoir. Alors peut-être vous asseyez là où vous êtes, peut-être vous bougez. Peut-être c'est suffisant, on a fait une rencontre et ça va, c'est tout. Chacun repart sur son chemin. Ou bien peut-être vous allez dans la même direction. Mais ça, c'est votre histoire. Et de cette histoire, ma voix vous accompagne et vous pouvez la vivre. Laissez ça se faire quelques instants. Et lorsque vous sentirez que c'est en train de se faire ou que c'est fait, eh bien vous pourrez revenir en présence ici et continuer à vivre cette expérience. Prenez votre temps, faites-le. Pour celles et ceux qui sont arrivés ou qui sont là, eh bien, vous pouvez échanger, vous pouvez envoyer vos messages, on peut en parler. Voilà, chacun un à un, vous vivez cette expérience que vous pourrez reprendre, hein, bien sûr. Voilà, exactement. Swazik c'est tellement relâché que on s'est reposé. Tant mieux. Comme on dit en hypnose, vos oreilles n'ont pas à écouter attentivement, car votre esprit, lui, aura entendu ce qu'il faut. Corinne évacue des émotions, c'est très bien Corinne, très bien. Vous avez évacué des émotions, eh bien peut-être que c'est une belle rencontre, peut-être que ça vous a permis quelque chose, peut-être que ça va permettre d'évacuer, mais on est là, tout va bien. C'est important d'évacuer. Hein? Voilà. Reposez-vous tranquillement.
Voilà, très bien. Très bien. Oui, c'est des émotions, Annie, bien sûr, on sait pourquoi. Oui. Voilà, Marlène, on est allé chercher loin, on s'est reposé, mais on est bien présente. Bravo. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'aider quelqu'un, vous trouvez pas? Moi et l'autre? Bon, l'exercice du miroir, ça s'appelle. Allez, soufflez bien, récupérez. Je vous ai emmené assez loin, hein, et c'est parce que je sais que vous êtes vraiment très, 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 très avancé dans votre pratique de l'hypnose. Voilà, exactement, Corinne, c'est ça. C'est les freins à déverrouiller. Vous vous rappelez de la... je ne l'ai pas mise sur cette session, mais la définition d'Erickson de l'hypnose, et qui disait, c'est de mettre, je vous la traduis, hein, mais de mettre le patient dans la situation, dans une situation où les limitations d'elles-mêmes s'estompent. Alors, le patient fera ce qu'il faut avec ses ressources. Donc, Corinne, c'est tout à fait ça. Un chemin à suivre, moi je vous l'indique, mais c'est votre chemin. Chacun a son chemin. Mais vous savez, c'est comme un guide. Moi, je suis un guide de montagne. Je suis un vieux montagnard, même si je suis jeune. Mais je suis là, vous me dites, bon, je dirais bien par là. Je dis, ok, on y va. Mais on va éviter deux, trois choses, mais je vous emmène plutôt comme ci, comme ça, et on avance. Et on enlève les freins à déverrouiller. C'est ça l'assouplissement. C'est de se dire, ok, je peux le faire, ça va. Peut-être demain, peut-être après-demain. Mais ça va venir, on y va, on est sur le chemin, voilà. Voilà, exactement, Marie, exactement. Vous voyez comme quoi le partage nous donne une émotion telle, et c'est thérapeutique. C'est étonnant, mais ça nous soigne, ça nous fait du bien. Partager, c'est accueillir. Oui, Susanna, bien sûr, bien sûr. Les peurs, toujours, nous protègent, Susanna, comme pour les limites. Respectez vos peurs, Susanna, c'est important, parce que on fait... alors, je vous fais la petite anecdote, parce que c'est vraiment, vous y revenez, Susanna, et je pense que c'est important. Un jour, on fait un séminaire sur les phobies et les angoisses, et on invite des gens, tout ça, et puis il y avait une médecin cardiologue qui était spécialisée dans la cardiologie d'urgence. Donc, c'est vraiment qu'elle connaissait la mort. Mais elle avait la particularité de faire du base jump, vous savez, non, même pas du base jump, du wingsuit, encore pire. Vous savez, c'est ce sport extrême qui consiste à monter en haut d'une falaise avec une combinaison avec des ailes d'écureuil sous les bras, comme une espèce de membrane, comme ça, sous les bras et entre les jambes, et on se lance dans le vide, ouais, et on plane, parce qu'on plane grâce à la combinaison. Bon, c'est assez... faut le faire. Et alors elle nous disait, à propos des peurs, un jour, je suis en haut de ma falaise, je suis prête à sauter, je suis prête à me lancer, j'ai déverrouillé mes peurs, mes freins, comme dirait Corinne et Annie, mais à un moment donné, je me rends compte que j'ai pas peur. Et là, je me dis, non, je ne sauterai pas aujourd'hui, parce que je suis en danger. Et c'est très sain, Susanna, moi je trouve, que d'entendre et d'écouter vos peurs pour les respecter. Évidemment, il ne faut pas que vos peurs vous empêchent. Mais vous le dites bien, merci pour cette expérience. J'ai eu un moment de peur, mais j'ai bougé et mon regard a tout changé. Voilà. Ben, c'est ça. On peut avoir peur, c'est normal, on se protège, on est attentif à soi-même. La douleur, c'est un signal d'alerte, la peur aussi. On fait avec. Et alors, on va avancer et en respectant cela, on va un petit peu plus loin. Alors évidemment, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin non plus de la peur tout le temps pour avancer, bien sûr. Mais si elle est là, on la respecte toujours. Ça va? Oui? Très bien. Alors, on a voyagé, hein. Là, je vous ai envoyé, je vous ai emmené un peu plus loin. 3 séminaires d'hypnose pour en arriver à l'exercice du miroir. C'est déjà costaud. Donc bravo, bravo à tous et à toutes d'avoir déjà été là pour suivre ça. Parce que si vous êtes là, c'est que, voilà, on suit, on essaye. Et je voulais vous dire quelques petits mots comme ça. L'hypnose, c'est une aventure. Vivez-la comme une aventure, comme une découverte, et c'est vous le héros. Ou la héroïne, évidemment. Mais c'est une aventure. Si on se lance dans l'aventure, et si on se dit, mais qu'est-ce que je vais découvrir dans cette aventure, on est déjà sur un bon point de départ.
c'est un voyage autour ou dans vous, ou à côté de vous. Mais ce qui est certain, c'est que ça va vous permettre de vous redécouvrir, de vous revoir autrement. Comme en voyage. Quand on voyage, on peut partir, mais même pas très loin. Parfois, on part à côté, dans une ville à côté. On n'est même pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Et on découvre vraiment de nouvelles choses. Ça, c'est fantastique. Parce que c'est apprendre. L'apprentissage, c'est une des choses qui nous distingue le plus des animaux. Il y a des animaux qui sont très doués pour l'apprentissage. Par exemple, les corbeaux. Ça, vous le saviez peut-être pas. Mais les corbeaux sont des êtres extrêmement intelligents. Enfin, toute proportion gardée, on estime, si on les compare à un être humain, que c'est une intelligence d'un être humain d'environ 4, voire 5 ans pour les plus doués. Bon, ce qui est déjà énorme, énorme. Mais l'être humain, il a cette faculté d'apprentissage perpétuel, perpétuel. On peut apprendre, on peut apprendre, on peut apprendre. Quand on vit une expérience, volontairement, on revient à nos bases tout à l'heure, on est dans un système d'apprentissage. Je vous rappelle que l'hypnose, telle que vous la connaissez actuellement, vient d'Erickson, quoi qu'on en dise. Et Erickson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été paralysé intégralement par la polio et il a réappris à marcher. Il a lutté contre des douleurs à la fin de sa vie. Et tout par l'apprentissage. Donc c'est vraiment important. Quand on apprend, qu'est-ce qu'on fait? On va solliciter nos neurones. Là, c'est vraiment du concret, de la matière. C'est des cellules que vous avez dans votre substance grise, dans votre substance blanche, dans votre cortex. Et on va, par l'apprentissage, solliciter notre plasticité cérébrale. Plasticité, vous en avez déjà parlé dans d'autres séminaires, vous savez que notre cerveau est capable de se modifier assez fortement. Oui, je vais vous donner ça, Sandra. Et dans cette modification, eh ben, on crée de nouvelles connexions. Créer de nouvelles connexions, on ne crée jamais à partir de rien. Vous savez bien, il y a ce proverbe qui dit « tout se fait et se défait », mais c'est un changement de matière. Bon, eh bien, à partir de vos connexions, vous en ferez de nouvelles. Pour en faire de nouvelles, il faut en défaire d'anciennes. Ah, ok, je vois où est-ce qu'il veut m'emmener. Si on en défait d'anciennes, des connexions, des apprentissages, des perceptions, et qu'on crée, qu'on apprend de nouvelles perceptions, de nouveaux apprentissages, alors on peut agir sur différentes perceptions, dont notamment le signal de la douleur. Et l'hypnose, c'est pas l'hypnose qui est magique, c'est vous. Et l'hypnose, c'est un outil que vous utilisez. Plus vous utilisez votre outil à votre manière, plus vous faites bien parce que psychologie positive, c'est vous qui faites. Quand vous faites, c'est super. Alors maintenant, pour ouvrir, et peut-être ça nous emmènera à d'autres séminaires si vous le souhaitez, si vous le demandez à une bonnes organisatrices, et si on se disait que peut-être on se trompe depuis le départ, que peut-être notre état naturel, ça pourrait être l'hypnose, puisqu'on est bien quand on est dans l'état d'hypnose. On vit des expériences, on fait des choses, la douleur se modifie, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous propose, je vous suggère, je vous invite à faire l'expérience d'imaginer qu'en vous assouplissant de plus en plus à l'hypnose ou à ce que c'est pour vous, mais à un moment donné, c'est comme une langue que vous apprenez, vous vous mettez à la parler. Et quand vous vous mettez à la parler, il arrive un moment où vous parlez couramment. Quand vous parlez couramment, vous ne dites plus « je fais de l'hypnose ». Vous parlez. Moi, je suis nul en langue, parce que j'ai fait des études de médecine, et en études de médecine, on n'apprend pas d'autre chose que le français et vaguement un peu d'anglais. Mais apprendre un langage, c'est apprendre ce qu'on est en train de faire, c'est apprendre ce dialogue intérieur. Enrichissez-vous de votre vocabulaire, considérez que c'est une expérience de présence et qu'on peut être de cette manière-là. Alors, du coup, vous ferez la même expérience que moi. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps en état d'hypnose, mais en fait en état où on est bien pour soi-même, que dans un état pas d'hypnose. Voilà. Voilà un beau voyage que je vous propose. Alors, quelques ouvrages de vulgarisation. Voilà pour Sandra. J'en ai oublié un. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié.
le grand livre de l'hypnose de Grégory Tosti. Tapez hypnose Tosti, comme ça se prononce, T-O-S-T-I, ça vous en fera un autre. L'auto-hypnose, c'est celui que j'ai écrit. C'est pas forcément parce que c'est le meilleur, parce qu'il y a plein de choses qui sont très très bien, mais c'est ma manière de travailler. Donc, comme on a travaillé ensemble, vous vous y retrouverez. Sinon, il y a 30 jours pour pratiquer l'auto-hypnose aussi, qui est très bien. Bref, que des bons ouvrages. Il y en a plein sur l'auto-hypnose. Il y en a des moins bons, on n'en parle pas. Il y en a des bons, on en parle. Et puis voilà. Voilà, exactement. Des pentes escarpées, exactement. Oui, on est sur ces pentes escarpées, on avance, on gravit ensemble. Et moi, je suis content d'avoir participé à cette expérience avec vous tous. Quelle date? Maryse nous dit, j'attends d'autres conférences. Eh bien, écoutez, s'il y a des demandes, vous les transmettrez à nos super organisatrices. Et à ce moment-là, on continuera avec plaisir, bien sûr. Merci à tous. Je repasse la parole peut-être à vous, si vous voulez. Oui, ça y est, vous êtes là. Ouais. Oui, je suis là, j'ose jamais reprendre la parole après vous. Si, vous pouvez, il faut oser. Non, mais... Bon, super. Bon, merci à toutes. Vous êtes coincés, hein, on va être obligé de vous avoir régulièrement, sinon ça va être le drame. Eh ben, on peut peut-être programmer une date pour la rentrée, ça sera sympa. Voilà. Oui, avec plaisir. Donc, merci encore pour tout le temps que vous nous accordez, c'est vraiment formidable, c'est une opportunité pour tout le monde hors norme. Donc, merci beaucoup. Donc, évidemment, on revient vers vous pour trouver une autre date pour la rentrée. On va vous laisser passer l'été tranquille. Avec plaisir de nous retrouver à la rentrée avec toutes ces belles expériences dont on parlera. Super. Merci beaucoup et pour tout le monde, rendez-vous donc très bientôt le 3 pour quelque chose de moins flottant, je dirais, autour du coronavirus. Mais bon, c'est pour parler de choses plutôt encourageantes. Donc rendez-vous le 3. Merci encore, excellente soirée et on reste tous très calmes avec le son de votre voix toujours dans nos oreilles. À très bientôt, tout le monde. Très grand plaisir. Au revoir. Au revoir.